Maintenant, l'ayatollah est mort. Cette nouvelle a d'abord été annoncée par l'armée en Israël, et il y aura peu de larmes pour le dirigeant islamique au sein du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Mais est-ce que cela signifie que la mission est accomplie? Eylon Levy est un ancien porte-parole du gouvernement. Il nous rejoint depuis Tel Aviv ce matin. Eylon, bonjour. Bonjour, après 3 heures de sommeil entrecoupées de sirènes de roquettes. Bonjour. Je voulais justement vous demander comment s'était passée la matinée. Donc, juste une nuit perturbée selon vous. Merci de partager votre analyse avec nous. Je me demande tout d'abord si nous pourrions commencer par une réflexion sur le risque. Je suppose que cette opération de changement de régime ne fera pas passer l'Iran du mauvais au bon, mais fera passer l'Iran du mauvais au pire. Eh bien, commençons d'abord par reconnaître à quel point c'est une journée mémorable. Le tyran de Téhéran, l'ayatollah Ali Khamenei, est mort et c'est Israël qui l'a eu. L'homme à la tête d'un régime que la Grande-Bretagne a justement qualifié d'abject, cherchant à déstabiliser la région, à appauvrir et opprimer son peuple pour armer des forces par procuration, qui a dirigé pas moins de 20 attaques potentiellement mortelles en Grande-Bretagne au cours de l'année écoulée, qui a réprimé les dissidents, poursuivi la production d'armes nucléaires et exporté un vaste arsenal de missiles balistiques vers la Russie. Il est enfin mort, et c'est vraiment un jour historique. C'est pourquoi on voit des célébrations dans les rues partout en Iran. Les gens accueillent la nouvelle de la mort du dictateur. Et bien sûr, la question est de savoir ce qui va se passer maintenant. Il est important de noter que cette opération conjointe d'Israël et des États-Unis n'a pas pour but de changer le régime. Elle vise à faire face à des menaces existentielles, à savoir la menace d'une arme nucléaire iranienne et d'un projet de missile balistique, ainsi que le soutien aux armées par procuration dans toute la région. Ils ont cité le changement de régime comme motivation. Et ils l'ont. Et c'est là où je veux en venir. Israël et les États-Unis espèrent que cela créera les conditions permettant au peuple iranien de remplacer son régime. Ce n'est pas une guerre qui vise à installer un dirigeant étranger, mais ils espèrent que les courageux Iraniens qui se sont soulevés contre le régime il y a seulement quelques semaines et qui ont été massacrés en masse dans les rues, pourront maintenant reprendre leur pays. Avec la puissance de feu américaine et israélienne derrière eux, il y aura de l'espoir et nous entendons le prince héritier d'Iran appeler à des défections au sein du régime. Vous savez, ces 40 responsables iraniens qui ont été anéantis hier lors des frappes aériennes israéliennes. Personne ne devrait se précipiter à ces postes car leur espérance de vie serait courte. Ils devraient plutôt faire défection et soutenir une transition démocratique vers un Iran libre. Pensez-vous que c'est réaliste? Pensez-vous que la situation en Iran pourrait en fait se détériorer malgré les motivations des États-Unis et d'Israël? Je pense que parmi tous les pays du Moyen-Orient, l'Iran a en réalité les meilleures perspectives pour une transition démocratique réussie. Ce n'est pas l'Irak et ce n'est pas l'Afghanistan. Ce pays possède une identité nationale et civilisationnelle millénaire, mais une expérience électorale limitée. Une classe moyenne éduquée, une diaspora prospère et riche qui n'attend que d'investir dans le pays et de le relever. Et il se trouve justement qu'il y a un homme qui a passé toute sa vie à préparer une transition démocratique. Il s'appelle Reza Pahlavi. C'est le fils exilé de l'ancien Shah. Il ne veut pas devenir Shah lui-même, il veut guider une transition nationale vers la démocratie. Et c'est pourquoi il a passé des années à travailler avec des experts iraniens expatriés pour élaborer un plan secteur par secteur qui garantira une transition démocratique avec un processus constitutionnel supervisé au niveau international, qui rassemblera le pays autour de 3 principes. Le monde entier devrait soutenir l'intégrité territoriale de l'Iran, la liberté individuelle, l'égalité civique et la séparation de la religion et de l'État. Ce serait un changement énorme, n'est-ce pas? Eh bien sûr, et ce genre de motivations sont absolument valables, et vous savez, elles sont louables. Mais nous avons parlé plus tôt dans l'émission à un membre du Parlement iranien en exil, qui, il faut le dire, lorsque le nom de Reza Pahlavi a été mentionné. Je veux dire, il voulait essentiellement aller dans la direction opposée, pour ainsi dire, il n'y avait aucune sympathie, il n'y avait aucun soutien pour que Pahlavi soit le porte-drapeau de cette transition, absolument aucun. Il me semble, Eylon, que l'opposition est divisée, qu'il n'y a pas d'opposition concertée capable de se lever en ce moment. Après des années de répression de la politique libre par la République islamique, l'opposition iranienne reste totalement divisée. Et il est au notable que Reza Pahlavi ne dit pas qu'il veut arriver et devenir le président de l'Iran. Il dit qu'il veut diriger, être une figure de proue qui guidera une transition nationale afin de rassembler les différentes factions. Et le peuple iranien décidera de son avenir, mais c'est ça l'essentiel. Le peuple iranien doit décider de son avenir. Et c'est ce qui leur a été refusé depuis bien trop longtemps par la République islamique, brutale et barbare,
qui a imposé un système religieux fondamentaliste à l'Iran et les a appauvris afin de poursuivre des armes nucléaires et d'armer des forces par procuration dans toute la région, et qui tente maintenant de les écraser davantage pour faire la guerre au Moyen-Orient. Quelqu'un comme Pahlavi aurait besoin du soutien des États-Unis et d'Israël, probablement afin d'unir l'opposition, de rassembler les gens pour qu'ils puissent exprimer leur opinion démocratique. Écoutez, je ne suis pas ici en tant que représentant de la campagne de Reza Pahlavi. Il est clair que les gens en Iran, et nous voyons des expatriés iraniens à travers le monde, scander Vive le Shah, scander son nom. Je ne peux penser à aucun autre candidat qui ait un niveau de notoriété aussi élevé. Peut-être en tant que monarque constitutionnel pour essayer de guider une démocratie, une transition démocratique. Et c'est une question très importante que le monde devrait se poser. Comment pouvons-nous soutenir le peuple iranien maintenant? J'ai vu tous les dirigeants occidentaux, y compris ceux comme le gouvernement britannique, avec sa réponse relativement molle aux frappes israéliennes et américaines, ne pas les soutenir. Mais même ces pays qui affirment soutenir le peuple iranien, comment vont-ils réellement exprimer ce soutien? Si cela revient à saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour appeler à la désescalade et restaurer la situation d'hier, tout en laissant la République islamique rétablir ses institutions de répression. Laisser les successeurs qui ont remplacé ces responsables iraniens éliminés ressusciter ces institutions d'oppression, ce n'est pas soutenir le peuple iranien, n'est-ce pas? Alors, nous voulons que le monde démocratique reconnaisse la réalité. Peut-être ne voulions-nous pas qu'Israël envoie des chasseurs tuer l'ayatollah. Nous sommes contents que cela ait eu lieu, mais l'ayatollah est mort. Ses successeurs vont toujours regarder derrière eux. Comment pouvons-nous soutenir le peuple iranien dans ce pays incroyable avec son héritage et sa civilisation millénaire? Comment les aider à se libérer d'un régime qui a rendu leur vie amère, comme vous l'avez dit dans votre introduction? Et aucune larme ne sera versée dans le gouvernement Netanyahou. Je doute que des larmes soient versées au Moyen-Orient ou ailleurs dans le monde. Oui, nous ne devrions pas oublier comment nous avons commencé cette conversation, Elon. C'était avec toi. Tu as raconté ta nuit agitée à cause du raid aérien, des sirènes et de la nécessité de te mettre à l'abri pour rester en sécurité. À cause des représailles de l'Iran, Benjamin Netanyahou a misé sur la sécurité de son peuple en menant ses frappes. Le Premier ministre a décidé de se lancer dans une opération très audacieuse contre l'Iran, en sachant que l'Iran riposterait, mais que les défenses aériennes d'Israël sont plutôt bonnes maintenant, elles ne sont pas hermétiques. Mais le fait est qu'Israël est capable, avec les États-Unis, d'abattre la plupart des missiles dans le ciel. Il y a des abris anti-bombes partout dans le pays, y compris dans de nombreuses maisons, les gens savent où se cacher. Et Israël décide que cette guerre n'est pas quelque chose que nous voulons, ce n'est pas quelque chose que nous faisons pour le plaisir. Cependant, un Iran nucléaire ou doté de milliers de missiles balistiques n'est pas envisageable pour nous. Mais quand la patience s'épuise-t-elle? Quand la patience s'épuise-t-elle? Depuis le 7 octobre 2023, les habitants d'Israël ont dû passer des nuits dans des abris anti-aériens et chercher à se mettre en sécurité face aux attaques. Et cela ne peut pas durer éternellement. Le 7 octobre restera dans l'histoire comme la plus catastrophique erreur stratégique jamais commise dans la guerre militaire moderne. L'Axe iranien a envahi Israël le 7 octobre dans l'espoir de détruire le pays. L'ayatollah Ali Khamenei a tweeté le 7 octobre « Alors que le Hamas avançait dans le sud d'Israël enlevant des otages pour en faire des esclaves sexuels, il affirmait qu'Israël serait bientôt détruit par la résistance palestinienne. Maintenant, il est mort, et c'est aussi le cas de Yahya Sinwar, d'Ismail Haniyeh et de Hassan Nasrallah. Et c'est à peu près le cas de tous les dirigeants de l'Axe iranien que l'on pourrait mentionner. Le peuple israélien comprend qu'il s'agit d'un revirement majeur dans la position stratégique d'Israël. Pensez-y, le 6 octobre 2023, Israël était entouré d'armées supplétives de la taille des forces de l'OTAN, avec des dizaines de milliers de missiles prêts à envahir et à détruire le pays. Israël contrôle maintenant le ciel iranien. Non, nous ne voulons pas plus de combats, mais les Israéliens savent qu'on ne choisit pas toujours le combat. Si un régime maléfique scande « mort à Israël » et investit des milliards pour cela, il ne faut pas l'ignorer, mais l'affronter. Et si cela signifie passer quelques nuits blanches dans des abris anti-bombes, eh bien on passe quelques nuits blanches dans des abris anti-bombes. Aylon Levy, ravi d'échanger avec vous, merci. Merci.